Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sarah Turine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevine notamment de la cohésion sociale à Molenbeek. Et justement, je voulais parler avec vous de cohésion sociale, de un an après le 22 mars. Mais avant, une question d'actualité très très chaude. C'est l'interpellation cet après-midi d'Isabelle Durand au Parlement bruxellois. Elle va interpeller le ministre Gozouin au sujet de la gouvernance au sein de la SRIB. Et il y a eu différents articles de presse aujourd'hui et dans l'Écho et dans le Soir où, au cours duquel la députée met en cause les investissements risqués de la SRIB, mais aussi les traitements des 4 directeurs, 1 million tous ensemble, qui constituent un tiers de la masse salariale de la SRIB, et Écolo demande un audit de la Cour des comptes là-dessus. Alors, c'est un scandale, la SRIB, pour vous ? Mais en tout cas, le montant qui est dévolu pour les rémunérations des hauts fonctionnaires, des directeurs, ça paraît effectivement énorme. Ça rappelle un petit peu le cas aussi à Vivacois par rapport à la question de ces salaires de directeurs. Et donc, qu'il y ait, je pense qu'il faut absolument un audit de la Cour des comptes. Ça paraît évidemment essentiel. Je pense qu'il faut mettre toute la transparence sur la question de ces rémunérations. D'abord, parce qu'ici, on a des rémunérations qui équivalent celles du Premier ministre. Enfin, où est-ce qu'on est, Ce ne sont quand même pas les mêmes responsabilités. Et puis, la deuxième chose, on a ici des personnes qui, visiblement, ne sont pas toutes temps plein pour des mandats pour des postes de directeur, puisque certains sont échevins ou présidents de CPAS. Échevins en plus dans une commune comme Schaerbeek. Moi, je suis échevine à Molenbeek. Ça me vaut plus qu'un temps plein pour pouvoir mener à bien mes missions. Comment cette personne peut en plus se prévaloir d'être directeur avec un montant de rémunération pareil? Enfin, on est dans des choses qui ne vont pas. Et donc, il faut non seulement faire la transparence, c'est aussi pour ça qu'on réclame ce cadastre des mandats et de lier à ça la question des rémunérations même dans des postes plus privés de la part des mandataires publics. C'est essentiel. Et puis, ça pose aussi la question de ces salaires pour des postes de hauts fonctionnaires, finalement, où là, ils ne sont pas tous sur la même équité non plus, puisque dans d'autres, on regarde par exemple à l'IBGE, ce sont des mandats pour les hauts fonctionnaires, donc ils doivent déclarer leur rémunération. Et puis ici, on a des systèmes qui ne sont absolument pas transparents, où il a fallu interpeller pour finalement savoir combien gagnaient ces directeurs. Donc il faut faire toute la lumière. Et alors, vous parliez de mandats, donc vous, effectivement, vous êtes échevine, mais quand on regarde sur le site Cumuléo, vous avez 11 mandats en tout. Est-ce que là, vous allez diminuer votre nombre de mandats, un peu comme on va le demander à tous les élus? Alors, évidemment, il y a mandat et mandat. Il y a des mandats qui sont évidemment liés à mes fonctions d'échevine. Donc, si je prends, en tant qu'échevine de la cohésion sociale, je suis présidente de l'association paracommunale de lutte contre l'exclusion sociale. C'est clairement lié. Il y a d'autres mandats communaux qui sont également liés, pour lesquels il n'y a aucune rémunération et qui sont liés au travail d'échevin. Là-dedans, on doit déclarer tous nos mandats. Et donc, j'ai des mandats d'administrateurs aussi dans des ASBL privés qui n'ont rien à voir avec ma vie politique, qui sont des soutiens moraux, si vous voulez, à des projets que je soutiens, mais qui ne demandent pas de temps sur mon temps de travail. Et donc, ce qui est complexe, c'est de trouver une règle où tout peut se retrouver. Oui. Où on peut continuer à faire des mandats gratuits ou des mandats dérivés qui ont du sens, mais essayer d'éviter le cas dont vous parliez, l'échevin ou le président de CPS, qui en même temps a un plein temps ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il cumule 2 temps pleins. Qui peut cumuler 2 temps pleins? C'est pas possible. Alors, votre responsable déradicalisation, Olivier Van der Hagen, le fonctionnaire prévention de la commune de Molenbeek, a, lors de la commission attentat cette semaine, tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, de nombreux jeunes sont radicalisés potentiels et cela ne diminue pas. Alors, exactement, voici ce qu'il a dit. La masse critique de jeunes qui adhèrent à des discours radicaux, sans complexe, augmente. Ils sont tout le temps dans la théorie du complot et dans la provocation. Est-ce qu'il va trop loin quand il dit que ça augmente? En tout cas, la situation, il a raison de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas parce que les jeunes ne partent plus en Syrie qu'on a résolu tous les problèmes. Et que donc, il faut être attentif dans toutes les politiques qu'on met en place. Il faut travailler évidemment aux racines du mal. Et là, c'est tout le travail de prévention. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, on voit qu'il y a eu énormément, après les déclarations du Premier ministre en décembre dernier, avec un plan de lutte contre le terrorisme, on a beaucoup axé les volets sécuritaires
qui était évidemment essentiel à un moment donné. Aujourd'hui, de la part du fédéral, on sent qu'il y a, on pointe tout le secteur associatif, on cherche à décrédibiliser le secteur associatif, que l'on voit avec la levée du secret professionnel, mais également avec les contrôles des associations. Mais le volet préventif, nous n'avons pas eu de moyens supplémentaires. Or, l'enjeu, il est là. La colère des jeunes, elle est là, elle est présente parce que ils ont toute une série de frustrations. Ils vivent, l'avenir n'est rose pour personne, mais pour les jeunes de Molenbeek encore moins. Ils sont encore plus stigmatisés depuis les attentats. On doit pouvoir augmenter les moyens de la prévention. Et c'était ça son message principal. On va y revenir là-dessus, sur les jeunes. Mais sur ce qu'il a dit exactement, quand il dit que ça augmente, qu'à Molenbeek, il y a plus de jeunes radicaux qu'avant. Moi, je dirais que ils sont toujours, les racines du mal sont toujours là. Ce n'est pas en un an qu'on peut diminuer ça, surtout quand on n'a pas de moyens supplémentaires. La colère des jeunes est toujours là. Le potentiel de radicalisation est toujours là. Dire que ça augmente, là, je nuancerais. Alors justement, il a dit autre chose, et ça revient sur ce que vous disiez au niveau des moyens qu'il faut mettre. Il a dit à Bruxelles, il faut un plan Marshall pour les jeunes. Là, je le soutiens évidemment tout à fait. On est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on doit arrêter. Pour l'instant, les politiques sont très, très cloisonnées en matière de jeunesse. On a la jeunesse qui s'occupe de tout ce qui est finalement divertissement ou émancipation en dehors de l'école. On a l'école, on a l'aide à la jeunesse, il y a la région, il y a la communauté française. Tout ça est terriblement saucissonné et finalement, le jeune, là-dedans, il est presque perdu. Il faut vraiment effectivement, je pense que l'utilisation de plans Marshall pour pouvoir accompagner les jeunes dans tous les pans de leur identité, de leur spécificité est effectivement important, en tout cas en région bruxelloise. Et là, la commune n'a pas un grand rôle là-dedans, ça doit être la région, la fédération ou le fédéral. C'est-à-dire que la commune, elle est évidemment la plus proche du terrain, donc elle peut aider à établir le diagnostic et à mettre en place ces politiques, mais sans l'aide des pouvoirs subsidiants, sans l'aide de la région, je pense qu'une commune ne peut pas faire tout toute seule. Et là, j'insiste, la politique de la jeunesse est une matière, a priori, de la communauté française, mais je pense que les enjeux à Bruxelles, notamment dans tout le croissant pauvre de Bruxelles, sont tout à fait spécifiques et qu'il faut une politique spécifique par rapport à la région bruxelloise et à ces quartiers-là particulièrement. C'est un peu ce que vous aviez demandé déjà en février de l'année dernière, avec un plan canal prévention, finalement. Exactement. Alors, vous avez aussi décidé dans la commune, la bourgmestre, avec votre soutien, je suppose, qu'il fallait interdire certains rassemblements. Donc, dans certains quartiers, il y a eu Ribeaucourt. Maintenant, va y avoir Bécante. On a parlé même de couvre-feu. Est-ce que c'est une solution pour régler les problèmes de drogue, par exemple, qu'on trouve dans ces quartiers? Ce n'est évidemment pas une solution durable, ni une solution de long terme. Mais à un moment donné, un quartier comme Bécante, on est à une situation tout à fait spécifique à Bécante. C'est un quartier dans lequel il n'y a pas eu de travail social pendant des années. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui n'était pas considéré comme prioritaire dans le cadre, vous savez, Bruxelles est divisée en zones dont certaines bénéficient de plus de subsides que d'autres. Il se fait que ce quartier-là n'en fait pas partie, alors que c'est un quartier qui est pourtant assez précarisé, puisqu'il y a énormément de logements sociaux. Mais donc ce quartier, il n'y avait aucune association, pas de travail social. Et il y a eu la boucle du métro qui a fait que la station de métro Bécante et Gare de l'Ouest, qui est juste à côté, sont devenus en fait des lieux de rassemblement de jeunes et de moins jeunes d'un petit peu partout. Et ces groupes de jeunes amènent pas mal de nuisances et notamment du trafic de stupéfiants. Et donc depuis quelques années, c'est vraiment devenu très très difficile dans le quartier. On mène un travail social maintenant depuis 1 an et demi, presque 2 ans, mais ce n'est absolument pas suffisant. Et là-dedans, il y a notamment des jeunes, quand on dit des jeunes, ce sont des adultes, hein, on parle de jeunes entre 20 et de jeunes adultes. De jeunes adultes qui effectivement, en fait, il aurait fallu faire du travail social avec eux il y a 10-15 ans, mais qui aujourd'hui, certains là-dedans sont volontaires pour éventuellement sortir de tout ce système de petite délinquance dans lequel ils sont, mais il y en a certains qui sont réfractaires au travail social. Et dans ce cas-là, ce ne sont plus les éducateurs de rue qui peuvent intervenir, c'est effectivement la police qui doit permettre aux habitants de retrouver le calme. Et donc il a effectivement été décidé une mesure tout à fait exceptionnelle pendant une période limitée pour donner un signal fort et pour permettre à la police d'agir complémentairement au travail de prévention qui est mené par ailleurs. Pas de rassemblement de plus de 3 personnes. Mais à partir de 21h. À partir de 21h, mais ce n'est pas vraiment un couvre-feu. Parce que les gens non, peuvent quand même mais se non, balader. bien sûr. Et la police sait très bien qui elle vise. Hein. Elle ne vise pas les habitants, ni même les jeunes qui sortent d'une activité sportive ou qui rentrent tranquillement chez eux. Ce sont les dealers qu'on bien vise. entendu. Alors, un an après les attentats, puisque c'est
dans 2 semaines, que l'on commémorera les attentats du 22 mars. Qu'est-ce qui a changé à Molenbeek? Qu'est-ce qui était fait à Molenbeek? Alors, 1 an, c'est court et c'est long en même temps. Je dirais qu'après la période qui a ému, qui nous a tous bouleversés, on est dans une période un petit peu, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais un peu de dépression, où on se rend compte que la société est encore plus divisée qu'avant. Et donc, les enjeux qui préexistaient aux attentats, et je parlais tout à l'heure de cette colère des jeunes parce qu'ils ont des parcours de vie qui sont marqués par des parcours chaotiques au niveau scolaire, par la discrimination, par la stigmatisation, ces enjeux-là sont encore plus prégnants aujourd'hui qu'il y a 1 an. Or, les moyens pour pouvoir travailler avec ces jeunes, pour leur redonner des projets positifs, les moyens manquent. Donc à ce niveau-là, c'est très difficile. Cependant, il y a néanmoins des choses positives qui se passent. On essaye, nous, évidemment, au niveau local, de mettre pas mal de choses en place. Mais que ce soit notamment le quartier Bécane, j'en parlais, c'est un quartier dans lequel on ne travaillait pas auparavant. Maintenant, il y a du travail qui s'y fait. Il y a toute une série de formations qui ont été données aux différents acteurs sociaux de première ligne pour pouvoir mieux aborder ces questions-là. Il y a toute une série de débats qui ont été également organisés avec les jeunes pour leur apporter une diversité de grilles de lecture pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y a également aussi tout du travail au niveau du dialogue interculturel qui a été mené. Et là, je dirais que les attentats, par rapport à ces enjeux-là, les attentats ont vraiment été un déclencheur, un déclic. On avait mis cette compétence en place dès 2012. Et au début, tout le monde disait « oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas prioritaire ». Et depuis Charlie Hebdo, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'on ne peut pas passer à côté de cet enjeu-là, de travailler à la question de la lutte contre les préjugés que tout le monde a et à la question du vivre ensemble. Et donc, quel genre de préjugés? Vous luttez contre quel type de préjugés? Alors ici, je dirais que c'est, bien entendu, il y a l'enjeu du racisme, l'enjeu de l'antisémitisme, il y a l'enjeu de la question de l'islamophobie, et qui peuvent se répondre, je dirais, presque en dialectique. Et donc, un des axes sur lesquels on travaille, c'est notamment le rapprochement entre les communautés religieuses, à partir des communautés religieuses, non pas pour travailler sur la question du dialogue interreligieux, ça ce n'est évidemment pas notre rôle, mais en partant des identités religieuses, faire se rencontrer les personnes pour finalement dépasser ces identités religieuses et permettre la rencontre. Et donc on a par exemple ce week-end, on organise le premier festival judéo-arabe qui permet de montrer toutes les convergences qui existent au niveau culturel et au niveau historique entre 2 civilisations, 2 peuples, le peuple juif, le peuple arabe, qui sont finalement assez proches, mais qui, on le sait, dans certains quartiers, vivent plutôt sur des préjugés et des préjugés qui rendent négative l'image de l'autre. Merci Sarah Turine. Demain, Stéphanie Meyer interviewera une autre personnalité politique. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.